Bonsoir à tous, bienvenue dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Allez, comme à chaque fois, nous sommes très heureux de retrouver notre ami Lucas Bertolotto. Mon cher Lucas, comment vas-tu? Salut Kali, ça va très bien. Comme à chaque fois, tu sais que quand je te vois, tu es un peu mon rayon de soleil et ça va tout de suite mieux. Tu vas voir le rayon de soleil, ce qu'il va te faire quand il va te rencontrer. Lucas, juste avant les infos, petit jingle. Allez, c'est parti. Lucas, on va commencer avec les infos, j'allais dire les 4 infos. Non, il y en a plus que ça. C'est les infos de la semaine et on va commencer notamment avec ce nouveau président à l'ASM après la suite malheureuse du décès du président Éric de Cromière. C'est l'arrivée de M. Jean-Michel Guyon qui était un ancien DRH de Michelin. Exactement, Kali, il est âgé de 61 ans et il prend la suite il a une prise de fonction immédiate. Il a été élu à l'unanimité par le conseil d'administration ce mercredi et c'est le nouveau président, directeur général de l'ASM, voilà, après l'annonce du décès, comme tu l'as dit, malheureux la semaine dernière. Écoute, ce qu'on lui souhaite, c'est plein de bonnes choses et puis surtout pas mal de titres et on sait que cette équipe de Clermont va en avoir besoin. En tout cas, nous leur souhaite plein de bonnes choses. Lucas, on va commencer aussi avec des recrues et puis là, ça tape fort du côté d'Agen parce que je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on est allé chercher une petite pépite quand même du côté des Harlequins. Ouais, exactement. C'est Gabriel Ibitoye, l'international U20 avec l'Angleterre, l'ailier anglais donc de 22 ans, qui vient d'arriver des Harlequins à Agen pour boucler le mercato agenais. Ibitoye, c'est 3 saisons, 40 matchs, 14 essais, et c'est la dernière recrue du mercato agenais. Je pense que le président Fontenot, il est content parce qu'il a tapé fort là. Ouais, on verra en tout cas ce que ça va donner avec Agen. Là aussi, une belle équipe qu'on suivra avec intention et attention avec, bien sûr, Absolu Rugby. Une autre recrue suite à la blessure de Pesele Yato, un garçon que tu adores, c'est l'arrivée de Tavité Verré Damou, un joueur. C'est costaud là aussi, mon petit Lucas. C'est costaud, c'est aussi costaud que ta diction, Kali, donc je suis impressionné. Un joueur de rugby à 7, français de 30 ans, qui rejoint Clermont donc comme joker médical parce que Pesele Yato il s'est blessé de longue durée à un genou. Et Veredamou, il a signé jusqu'en novembre à Clermont. Ça va être sa première expérience au top 14, mais pas en rugby à 15, parce qu'il avait déjà évolué à 15 entre 2010 et 2017 à Nîmes, entre autres. Donc voilà, on a hâte de voir ce troisième ligne reconverti. Est-ce que ça va donner un petit peu la saison prochaine? On ne sait jamais, Ethan, il nous fera aussi une belle carrière, comme le fait aussi Vérémy Vaka. Tawa. Bien, Mino. Allez, on va passer aussi à une annonce qui a surpris tout le monde, mais qui peut être aussi intéressante. C'est la Russie qui s'est positionnée pour la Coupe du Monde 2027. Exactement, la fédération russe, elle a créé une commission pour préparer un dossier de candidature. Et donc après l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, l'Afrique du Sud, le Pays de Galles, la France et le Japon, la Russie, ça pourrait être le 8e pays qui accueille la Coupe du Monde de rugby. Elle vient faire concurrence à l'Australie. On sait qu'il y avait l'Argentine, l'Australie. L'Argentine s'était retirée. Et maintenant, elles sont 2 nations à pouvoir organiser ce mondial 2027. L'Australie reste favorite pour l'instant, mais bon, on peut s'attendre à tout après le mondial 2023 qui aura lieu en France, mon cher Kali. En plus, si je ne dis pas de bêtises, je crois que tu parles très bien russe. C'est ça? Tu peux nous dire 2 mots ou pas? Nazdrovie, allez, c'est parti. Lucas, allez, on va parler aussi de ta future collection de maillots, avec notamment cet effet qui a fait l'effet d'une bombe, parce que je trouve le procédé vraiment incroyable. C'est Pau, bien sûr, qui lance un maillot 100% recyclé. Oui, le maillot de Pau pour les supporters, le maillot réplica, qui a été fait en collaboration avec Macron, l'équipementier, et avec le soutien de Total, le sponsor de Pau. Voilà, à 100% à partir de matière plastique recyclée. Il faut savoir que 13 bouteilles d'un demi-litre permettent de faire un maillot. Et franchement, ça c'est du lourd. On sait que Julien Pierre, l'ancien international, est très porté sur l'écologie et notamment au sein de la section paloise. Donc il doit être très fier de cette initiative. Et c'est un maillot donc qui va être vert à 2 teintes, une teinte un peu plus foncée sur la plupart du maillot, et sur le haut du buste, une teinte vert un peu plus claire. Donc j'ai hâte de voir ce maillot et de l'avoir dans la garde-robe. En tout cas, c'était une belle initiative. Un autre nouveau maillot qui aussi sera lancé pour le championnat, c'est du côté du MHR avec un joli maillot bleu et blanc. Qu'est-ce qu'on peut dire? Ils sont magnifiques là aussi, en Lucas. Ils sont magnifiques et c'est les couleurs du club pour la saison prochaine. Donc le maillot bleu azur pour le maillot domicile avec des lignes un peu plus claires et surtout plusieurs phrases inscrites en occitan pour rappeler un peu la région. Kappa a frappé fort l'équipementier là. Et le maillot extérieur blanc avec des motifs géométriques qui eux vont représenter les reflets du soleil sur la mer. Un petit clin d'œil à la Méditerranée et ça on apprécie. En tout cas, on vous invite à aller voir ces 2 beaux maillots parce qu'ils sont quand même extraordinaires. Lucas, juste avant de passer à notre invité, on va rappeler que Absolu Rugby va prendre une pause. On va se retrouver le 20 août, si je ne dis pas de bêtises. Le temps de recharger les batteries parce que je crois qu'après la saison, quand elle va recommencer, on va
vraiment pas chômé. On va parler de notre invité, Lucas. Là aussi, on reçoit du costaud. La semaine dernière, on a reçu Yannick Jojon. Là aussi, ça nous fait plaisir. Un nouveau centre, on parle de qui? On parle de Brian Liebenberg, l'ancien international français et joueur du Stade français, entre autres. Je pense qu'on peut lancer une petite pastille de présentation et le retrouver après, non? Non, 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 non. D'abord, on va s'expliquer parce que tu as demandé à notre ami Hosty de faire un dessin où on met Brian Liebenberg en train de faire le French Cancan et la baguette. Lucas, tu prends la responsabilité. Je ne vais pas me fâcher avec Brian. Mais en tout cas, c'est ce qu'on fait. On lance la pastille, on lance le jingle, on montre ce que tu veux avec notre invité. Et on le retrouve de suite après dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Voilà, mon cher Lucas, ça y est, on y est encore une fois. Et je pense que ça te fait plaisir parce que ce soir, on a le privilège de recevoir un garçon, comme je le disais dans la présentation, qui a marqué de son empreinte le Stade français, mais aussi les défenses françaises. C'est notre ami Brian Liebenberg. Mon cher Brian, comment vas-tu? Salut Kali, c'est gentil parce que je sais que vous avez déjà interviewé des grands joueurs, donc ça me fait plaisir que je puisse aussi parler un peu avec vous et passer un bon moment. Donc merci beaucoup. Brian, allez, on va commencer comme on fait habituellement. On commençait par ces débuts dans le rugby que tu as connus, toi, en Afrique du Sud. Ben justement, tu peux nous en parler? Oui, je peux t'en parler. Donc, bon, moi, j'ai joué pour quelques infos. J'ai commencé avec le foot jusqu'à 13 ans. Et après, à l'école en Afrique du Sud, c'était le rugby. Donc, j'ai débuté à 13 ans jusqu'à mes 18 ans. J'ai fait une année de plus dans une sorte de sport-études avant d'avoir la possibilité d'aller faire une expérience en Italie. Donc, je partais en Italie et donc, voilà. Donc, je n'étais pas né avec un ballon de rugby forcément dans les mains où moi, commencé très tôt. Mais à partir de 13 ans, ce qui est parfois sympa quand on est jeune, c'est de tenter plusieurs sports, que peut-être le foot m'a aidé avec peut-être le jeu au pied ou d'autres choses comme ça. Et après, ça m'a permis de m'épanouir dans le rugby, qui pour tout Sud-Africain, comme vous savez bien, est quand même un grand rêve d'aller le plus loin qu'on peut. C'est une partie très importante de culture sud-africaine. Et donc, pour moi, c'était juste un bonus de continuer à faire carrière dans le rugby. Ouais. Il veut tout synthétiser, Lucas, parce que j'aimerais qu'on parle avec lui un peu de l'Afrique du Sud, ce que représente un peu le rugby, non, Lucas? Exactement, ben, on l'a vu, on en a parlé il n'y a pas longtemps avec la Coupe du Monde, les 20 ans, les 25, pardon, je me suis trompé, c'était les 20 ans de la Coupe du Monde, c'est ça? 25 ans. Non, 25 ans de la Coupe du Monde, voilà, j'ai plus les chiffres en tête. Et du coup, c'est en 95, c'est ça. Et du coup, on a vu que c'était un sport quand même important dans ce pays. Comment tu l'as vécu, toi, là-bas en Afrique du Sud, Brian? Je pense que tous les Sud-Africains à qui on parle, qui assistaient soit au stade, soit devant la télé chez eux en Afrique du Sud en 95, on sait tous exactement le moment où Joel Stransky a mis ce fameux drop et quand le coup de sifflet a sonné pour les Sud-Africains. On savait tous où on était, avec qui on était. Le jour, c'était plus que du sport. Et je pense qu'on a récemment vu ça au Japon. Ça marque un peuple entier. Et c'était particulier parce qu'à ce moment-là, avec tout ce qui se passait politiquement, avec Nelson Mandela, qui a embrassé cette équipe ou ce sport blanc à l'époque. Et comment ça a pu, au travers de lui et bien sûr l'équipe qui était sur le terrain, a pu réunir un peuple entier que le pays avait vraiment besoin en ce moment. Et je pense que ça s'est répété encore là au Japon. Et donc, en étant né en Afrique du Sud et sud-africain, ça fait énormément plaisir de revoir ces images-là et de nous rappeler aussi combien c'était important cette année Coupe du Monde en 95 en Afrique du Sud. Donc, ça donne encore des frissons et c'est bien parce qu'encore une fois, on voit qu'au travers du sport, on peut toucher les vies des gens, on peut réunir des gens et c'est formidable. Alors c'est bien parce que tu vois, on parle de rugby sud-africain. Alors si on peut éviter de parler de 95 parce qu'on ne garde pas un excellent souvenir, moi je voudrais revenir sur la dernière Coupe du Monde en 2019 où tu as eu quand même un capitaine exemplaire, emblématique, c'est Siya Kolisi. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il a été quand même le détonateur de plein de choses en Afrique du Sud?
c'est formidable de voir le parcours que Siya Kolisi il a fait. Et aujourd'hui, il est un vrai exemple parce que je pense qu'il est exemplaire dans tout ce qu'il fait. Et qui aura pu mieux mériter d'être capitaine de l'Afrique du Sud pour gagner au Japon? Il n'y a personne d'autre que lui en Afrique du Sud. Et je pense que ça ne s'arrête pas non plus juste dans le vestiaire avec le coupe. Je pense qu'aujourd'hui, il utilise son autorité qu'il a eu au travers de rugby pour faire plein de bonnes actions. Donc je pense qu'encore une fois, c'est juste quelqu'un qui est exemplaire et sur lequel on peut prendre de l'exemple et largement mérité pour lui. Et je suis très content pour lui et bien sûr tout le reste qui accomplit cet énorme challenge. C'est bien parce que c'est un bel hommage que tu lui rends. Lulu, après on va parler de la carrière bien sûr de notre ami Brian. Il arrive en Europe, hein, notre ami Brian. Il va où justement? Il arrive en Europe, en Italie, mais surtout il arrive en France, à Grenoble. Est-ce que Brian, tu peux nous parler un peu de cette arrivée dans l'Hexagone à Grenoble? À Grenoble, donc bon, j'étais à l'autre côté des Alpes, hein, parce que comme je disais tout à l'heure vite fait, j'arrivais en Italie pour dire la vérité. En Afrique du Sud, je faisais quelques études, j'ai rêvé de jouer, faire carrière dans le rugby en Afrique du Sud. Donc je travaillais, on ne parle pas de demi-finale en 95, mais à Kings Park, à Durban. Je travaillais tous les samedis, on roulait avec les voiturettes de golf pour ramener à manger dans les loges et donc on gagnait un peu d'argent comme ça. Et après, bien sûr, on regardait les matchs. Et le manager de stade à cette époque-là, il a dit, bon, j'ai une opportunité si tu veux aller jouer en Italie. Donc, je pars en Italie pour gagner un peu d'argent, faire l'expérience et avec toujours le but de retourner en Afrique du Sud. Et le dernier jour de mon séjour en Italie, j'ai un appel parce que quelqu'un m'a vu jouer, tu sais comment ça marche, et j'ai la possibilité de signer à Grenoble. Donc, c'est ce que je fais, je reviens à Grenoble et c'est là, je dis toujours, en 24 heures, ma vie est basculée, ça a changé. Et donc, l'année d'après, je fais la préparation avec Grenoble, qui était à l'époque encore en top 16. Donc, avec le grand Willy Taufifinois, il y avait quelques joueurs emblématiques dans le club avec qui j'ai pu côtoyer pendant la première année et après la deuxième année. Et donc, non, mon arrivée en Europe, je veux dire, entre Piacenza en Italie et Grenoble en France, c'était formidable parce que c'est pas la même vie qu'en Afrique du Sud. Donc, moi, j'étais jeune, tu découvres plein de choses, surtout les langues. Alors, ça, c'est sympa parce que moi, je n'ai pas fait des études, mais aujourd'hui, je peux au moins communiquer encore en italien ou aujourd'hui en français. Donc, ça, c'est génial parce que de découvrir des cultures au travers déjà un sport, mais aussi ce qu'il y a à manger, à boire, à découvrir. Parce que l'histoire, vous savez tous, en Afrique du Sud, notre histoire est beaucoup moins courte que celui de l'Europe. Donc, toutes ces choses-là, ça enrichissait énormément. Et donc, voilà, non, que du bonheur pendant toute cette période, avant, bien sûr, la suite de ma carrière. Mais donc, l'arrivée, pour moi, c'était génial. La deuxième année à Grenoble. Donc, déjà, première année avec Michel Rangeval, qui était aussi un entraîneur très connu, qui m'a appris plein de choses. Jacques Dalmas, après, quand on est descendu en Pro D2, qu'on a fait la remontée tout de suite. Donc, plein de bons souvenirs des Alpes, les deux côtés, on va dire comme ça, parce que j'ai basculé de l'un côté à l'autre. Et donc, c'était génial. C'est bien parce que tu es passé par les Alpes en raquette. Donc là, tu disais plein de souvenirs. Ben là, on va y aller. Hein. Juste sur ce sujet, Khalid, je veux juste te dire, parce que quand j'arrivais, bon, peut-être aujourd'hui je peux le dire, parce que j'ai mon passeport français, tout est en ordre aujourd'hui, mais la première fois que j'ai arrivé en France, j'avais encore juste un titre de séjour pour l'Italie, donc qui était l'Europe, et donc je ne pouvais pas arriver directement en France. Donc je repris un vol pour Milan, que je devais rencontrer un monsieur qui venait me chercher à la gare centrale à Milan, qui devait me conduire au travers de frontières pour arriver en Europe pour que moi je puisse faire mon carte de séjour sur place. Donc aujourd'hui je peux le dire, c'était il y a longtemps, mais rassurez-vous, aujourd'hui mes papiers ils sont tout en règle, promis. Mais on en parlera parce qu'on en parlera de ce côté français qui est très fort chez toi. C'est bien parce que tu disais plein de souvenirs, tu viens de le citer avec l'Italie, avec bien sûr l'équipe de Grenoble. Après, Lucas, il faut parler de cette arrivée en 2002 au Stade Français. Ça a été quelque chose de, on va dire, plus qu'incroyable. Ben, c'est ça, non Lucas? Exactement, c'est une arrivée. Je pense qu'on peut parler, tu arrives dans une équipe de stars un petit peu quand même quand tu arrives. Il n'y a que des stars, il n'y a que des stars. Donc déjà aussi, la petite anecdote, je rencontre, bon, ça se passe plutôt bien à Grenoble. On pense que je serai un joueur qui correspond à le club de Paris. Donc, je monte et je rencontre Nick Mallet. Donc, ils m'ont vendu que Nick, en étant sud-africain, et voilà, il me connaît bien. Donc, quand je rencontre Nick pour la première fois, il ne savait même pas qui j'étais, ce que je faisais, etc. Donc, j'étais un peu déçu pour la première fois. Mais après, bien sûr, j'ai eu la chance. Ils m'ont fait confiance et voilà, je les remercie pour ça. Parce que je n'avais pas un grand nom. Tous les autres joueurs qu'on peut citer qui étaient au Stade Français à l'époque, ils ont tous soit joué pour leur pays d'origine,
ou l'équipe de France. Donc, je rentre ici et moi, en étant en Afrique du Sud, il ne faut pas non plus oublier que je n'étais pas dans une grande école, je n'ai jamais représenté l'Afrique du Sud. Donc, je sors un peu de nulle part. Et 2 ans plus tard, je me retrouve dans presque une équipe internationale. Que pour moi, il y a certains joueurs qui m'ont fait rêver, qui m'ont inspiré. Et le jour au lendemain, je me retrouve à côté dans une vestiaire. Donc, il y a toutes ces émotions-là qu'il faut digérer et de quelque part mettre à côté, parce qu'après, c'était moi à prouver ma place. Et donc, bon, après, je pense que c'était plutôt bien passé, mais de vivre ça, je pense que pour tout jeune joueur, c'est quand même incroyable. C'est énorme parce qu'encore une fois, Lucas, tu vois, quand tu entends les propos de Brian, il y a beaucoup d'humilité en disant oui, je vois des stars, je vois des trucs. En fait, il n'a rien compris parce qu'en fait, c'est lui qui est devenu aussi la star de cette équipe du Stade Français parce que tu le disais, un effectif pléthorique, des Dominici, des Moni, des Enzo El Mago, comment il s'appelle le magicien, les Argentins qui avaient. Hernandez. Juan Hernandez qui était. Hernandez, il y avait Diego Dominguez, il y avait Mike James, le Canadien, il y avait Pablo Lemoine, le Uruguayen. Mathieu Blin, Benoît Auguste, bon, après on peut citer un grand Bibi Oradou, qu'est-ce que je peux de Rémi Martin aussi en troisième ligne, bon, il y en avait plein. Est-ce qu'il y avait Mimi Lossuc? Est-ce que Rémi? Christophe Lossuc, est-ce qu'il y avait Christophe Lossuc? Non, j'arrivais juste après Christophe, mais bon, après je l'ai connu, bon, bien sûr en tant que copain. Et après, un peu quand il est entraîné au Stade Français. Par contre, il est mauvais perdant au golf. Ça, je sais, parce qu'on a joué avec des Auvergnats, on a piqué son argent. Il n'était pas content parce qu'il devait jouer des boules blanches et nous des boules jaunes. Donc, c'est vrai qu'il faudra qu'on refasse une partie avec Christophe. C'est bien parce que tu as compris sur le sujet sur lequel je voulais t'amener en te disant que, tu sais, le surnom de Christophe Lossuc, c'était Grincheux, tu sais, comme le Schtroumpf. Donc voilà, il était toujours en train de râler. Ça explique plein de choses là. Maintenant, j'ai compris. Lucas, il gagne pas mal de choses, notre ami Brian, avec le Stade Français, non? Ben c'est ça. Alors, mais lui, tu l'as dit, c'est devenu une star, mais notamment grâce à un titre de champion de France dès ta première année, Brian. C'est ça? Oui, c'était en 2003. Donc, encore une fois, je dis, je me retrouve dans le vestiaire début de saison avec tous ces stars. On fait une saison super parce que, bon, c'était Nick et son staff qui nous a amenés à être peut-être, je sais pas, il a su réunir tout le monde dans cette équipe-là. Et on se retrouve en finale, donc c'est vrai que la première année, c'était une année de rêve. Et cette finale est toujours restée particulière pour moi parce que dans les tribunes, il y avait ma famille qui sont venus de l'Afrique du Sud, donc mes parents et mon oncle et ma tante. Et après aussi, dans le final, j'ai eu un petit moment où ça restera toujours dans ma mémoire, qui peuvent aider aussi. On est toujours content quand on puisse contribuer à quelque chose comme ça. Et cette victoire est quelque chose, ouais, c'est le premier, donc c'est toujours important. Et c'était formidable. Vous savez que c'est pas que le match, c'est tout ce qui va après le match aussi. C'est génial pour le public, pour les supporters, pour nous, les familles, etc. Et après, à cette époque, qui était intéressant aussi avec le Stade Français, c'est que finalement c'était une petite famille. On est dans une Paris qui est une grande ville, mais la famille autour du Stade Français, surtout à cette époque-là, c'était assez soudé, assez petit, si on peut dire comme ça, mais c'était génial. On a vraiment vécu des moments extraordinaires, donc c'était génial de se rappeler de tout ça. Lucas, on le disait, 3 titres de champion de France, c'est pas rien, surtout à très peu d'intervalle. Derrière, il y a une finale de Coupe d'Europe. Qu'est-ce qu'on peut dire, Lucas? Ben, c'est une finale de Coupe d'Europe que Paris a perdu, mais est-ce que c'est une déception d'avoir 3 titres de champion de France et de ne pas en avoir eu un en Coupe d'Europe, Brian? Un petit peu, surtout que quand tu vois les ralentis, je pense toujours qu'il y a un peu de triche dans le mêlée, mais Kali, tu es plus spécialiste de triche dans les molles et dans les mêlées que moi, mais sur un petit détail encore, un détail qui a fait qu'on menait le match, Fred Michela qui passe en pénalité pour rentrer en temps supplémentaire. Et là, je pense que quand on passe comme ça, mentalement, on n'était pas préparé à passer. On fait 2 champions de France. En pleine forme, on arrive en finale de Coupe d'Europe. Et je pense que mentalement, quand on était challengé aussi bien par le Stade Toulousain dans ce match-là, on n'était pas préparé à aller en temps supplémentaire. Et là, dans les 15 minutes qui suivies, on était juste dominé. Et c'était dommage parce que on était tellement proches. Et je pense que si on avait réussi à passer ce cap et gagner ce final-là, on aura aussi gagné, on aura une forte chance. Je ne veux pas dire qu'on aura gagné aussi, mais on aura une meilleure chance parce qu'on sait tous que la confiance, ça déborde et que ça puisse nous amener encore avec beaucoup de confiance pour le final, pour le bouclier des Brennus. Mais malheureusement, ça c'est le sport, c'est le rugby, ça ne s'est pas passé comme ça sur une petite chose.
Mais un petit regret aussi quand je vois qu'on a les médailles de vice-champion d'Europe, c'est jamais le champion. Mais encore une fois, c'était une belle expérience de jouer devant les Écossais à Édimbourg aussi au moins pour ce final-là. Justement, à travers cette épopée avec le Stade français, ça va très vite pour toi. Il y a le club, mais il y a aussi l'équipe de France où tu débarques assez rapidement. Hein. Dès ton arrivée en France, 2-3 années après, tu te retrouves en équipe de France. Mais justement, comment ça s'est passé pour toi? En fait, la règle, c'est que si on n'avait pas joué pour notre pays d'origine, au bout de 3 ans dans un championnat local, on peut être sélectionnable pour l'équipe de France. Et donc, c'est ce qui est arrivé, c'est qu'après le final gagné en 2003, j'étais sélectionnable. Et donc, moi, je pars en vacances déjà après la semaine qu'on a passé pour fêter le bouclier, ce qui était incroyable. Je pars en Afrique du Sud et mon père, il reçoit un téléphone, parce qu'à l'époque, on n'avait pas encore, moi, je n'avais pas un téléphone portable, donc je l'appelle sur mon téléphone, c'était mon agent à l'époque, qui m'a dit, félicitations, tu es sélectionné en équipe de France. Donc, je n'ai pas trop bien compris. Encore que je ne parlais pas très bien français à l'époque. Et aussi, quand on appelle comme ça, de quelque part, on ne le croit pas. Et je dis, est-ce que c'est un groupe élargi, un groupe d'entraînement, etc. Il dit, non, pour cette année-là, ils ont choisi directement. Ce n'était pas un groupe d'essai, ils ont choisi directement. Et donc là, c'était énorme. Je pense qu'on se rappelle aussi les images de Scott Spedding qui a pleuré quand il a eu les nouvelles aussi. Je pense que pour nous qui sont pas français de naissance, mais qui sont français de cœur, et au moins, je dis toujours, je suis plus français au niveau rugby que sud-africain. C'est une énorme fierté pour nous d'arriver au plus haut niveau et représenter. Surtout aussi, c'est bien de représenter de la France, mais quand on puisse aller pour une Coupe du Monde, c'est particulier. Et donc, non, que de joie. J'étais à la maison en Afrique du Sud, donc on était juste en famille. Et c'était un moment aussi, des moments dans notre carrière qu'on n'oubliera jamais. Tu parles de la Coupe du Monde, justement. Tu as eu la chance, donc, dès tes débuts en équipe de France, de disputer une Coupe du Monde en Australie. Est-ce que tu peux nous dire comment tu l'as vécu, cette Coupe du Monde? Bon, c'était bien, hein. Encore une fois, en termes de 3/4 centre, là, vous avez interviewé Yannick Josian, il y avait Damien Traille et Tony Marsh. Donc, on était les 4 un peu centre. Donc, moi, j'étais en chambre avec, voilà, c'était un calice, ça pique. C'était des centres costauds, on va dire. Hein. C'était des grands joueurs. On a vu Yannick Josian, qui était même élu meilleur joueur du monde, d'être autour des joueurs comme ça. Et après aussi, comme je dis, la Coupe du Monde est particulière parce qu'on a plus de temps de préparation, on a plus de temps sur place, on vit vraiment ensemble. Et pour moi, qui n'était pas dans les équipes l'équipe de France de jeunes, 18 ans, 19 ans, 20 ans peut-être, ou même en club, moi je ne connaissais pas des joueurs personnellement. Là aussi, peut-être c'est une petite anecdote, le premier jour, donc on a convoqué, retrouvé à Oli avant de partir à Marcoussis, et le premier jour, j'étais tellement timide d'aller rencontrer ou juste dire bonjour aux joueurs, j'avais peur. Je me suis caché derrière un poteau jusqu'aux dernières minutes pour sortir. J'avais tellement peur parce que c'est vrai que je connaissais personne. Donc, pour revenir sur le fait qu'on puisse passer autant de temps ensemble en tant que préparation, match, Coupe du Monde, cette semaine, je crois qu'on est finalement resté en Australie. Pour moi, c'était vraiment un moment où je puisse connaître des joueurs un peu plus personnellement et partager un moment avec eux. Donc, pour moi, pour plein de choses, c'était vraiment spécial pour moi, cette Coupe du Monde. Moi, Lucas, il faut que je fasse une confidence devant Brian parce que j'ai un peu, tu vois, sondé, j'ai appelé quelques personnes pour savoir certains trucs pendant la période de l'équipe de France pour Brian. On va parler de Bernard Laporte parce que justement, pendant cette période-là, il veut tenter un pari incroyable avec toi. En fait, il veut te faire glisser du centre au poste de demi d'ouverture. Justement, comment tu l'as interprété, comment tu l'as vécu? Est-ce que tu t'es dit que c'était finalement une bonne idée ou pas? Oui, moi, en fait, tu sais, comme je dis, on utilise le numéro 10 et le numéro 12, ou au moins le numéro 12 comme deuxième ouvreur. Donc, pour moi, c'était pas un problème. Moi, contrairement à ce qu'on croit tous, que je jouais qu'avec le physique, quelque part, pour moi, ce qui était très important, c'était la technique individuelle et la qualité de mes passes. Donc, tout ce qui est autour de ça, je pense que Bernard, il avait vu et qu'il pensait que ça aurait été intéressant d'essayer, en dehors, peut-être le jeu au pied. Pas forcément, je pouvais taper loin, mais pas toujours précis pour buter. Mais au moins aussi pour dégager, je vais un bon coup de pied, je vais des mains des deux côtés. Donc, peut-être, il voyait à cette époque-là aussi, c'était aussi un moment, je pense, où le rugby moderne, à l'époque, comme on a appelé ça, était vraiment beaucoup plus basé sur le physique. Donc, peut-être il voulait aussi de dupliquer ce qu'il avait au centre, en numéro 10, et si on pouvait être agile, costaud, avec des passes des deux côtés, peut-être il voyait, était un peu, peut-être, c'était sa vision des choses. Donc, pour moi, ça ne me dérangeait pas. J'ai déjà fait 1 ou 2 matchs avec le Stade français en ouvreur.
Donc non, ça c'est pas fait parce que je crois qu'à un moment il m'avait mis, j'étais blessé, donc ça n'a jamais revenu un peu dans la discussion ni dans une sélection. Mais bon, après numéro 10 c'est un poste particulier et on a besoin peut-être plus de temps de jeu pour être à l'aise dans ce poste-là que juste de me sortir pour l'équipe de France et jouer à numéro 10. Donc on ne sait pas comment ça va passer, mais bon. Encore une fois, vous me mettez dans n'importe quel numéro, j'aurai à jouer à une sélection pour l'équipe de France, donc pas de problème. Je te rassure, tu n'étais pas le seul à dire ça. Je crois que quand tu es joueur de rugby, quand tu peux jouer pour une équipe nationale, tu y vas, mais sans réfléchir. Lulu, qu'est-ce qu'on peut lui proposer à notre ami Brian? Ben, il nous parle beaucoup de son amour pour l'équipe de France et pour la France. Je pense qu'on peut lui montrer quelque chose et on peut en discuter derrière. Ben regarde, petit jingle, on se retrouve de suite après. Brian, justement, tu sais, avec Lucas, on a mis en place dans cette émission un truc assez sympa. À travers un dessin, ça te rappelle peut-être une anecdote, une histoire, mais aussi pas mal de choses. Tu veux voir ce beau dessin? Il est pour toi? Ah oui, montre-moi. Allez, c'est parti. Ça te parle ou pas, Brian? Ça me parle ou pas, Brian? En fait, on a voulu, parce qu'on sait que tu as beaucoup d'humour, te dire ton amour et ton attachement à cette France qui te plaît si tant, parce qu'on a mis la Tour Eiffel, la baguette, et le French Cancan, parce que c'est tout l'amour que tu as aujourd'hui, et ça je le répète à chaque fois quand on me pose des questions, et notamment quand on parle de toi, je dis je suis impressionné parce que tu es un garçon qui a eu des origines sud-africaines, mais qui est aussi très attaché à la France. Hein. Oui, je pense qu'aujourd'hui, Kali, j'ai vécu plus d'années en France qu'en Afrique du Sud. Parce que quand j'arrivais dans les années 2000, voilà, bon, on est moitié-moitié. Et c'est ce que je dis toujours quand les gens ils me parlent, je dis je suis sud-africain, ça je peux jamais enlever. Je suis né en Afrique du Sud, je mes racines là-bas. Mais en termes de rugby, en termes de mon vécu en France, c'est vrai que je suis beaucoup plus français que sud-africain. Et donc c'est vrai que tout ce que j'ai vécu, tout ce que la France m'a donné de quelque part, je remercie pour toujours. Et aujourd'hui, bien sûr, peut-être on en parlera tout à l'heure. C'est ce que j'essaie de redonner, ce que la France m'avait donné pendant toutes ces années. De réinvestir dans des choses qui sont importantes pour moi et j'espère pour d'autres aussi. Donc, c'est bien. Donc, je voyais que tu as mis le French Cancan au défi de Moulin Rouge, non? C'est ça, Kali, aussi dans la photo? Tu sais quoi? C'est le défi qu'on devra faire entre tous les trois. Si un jour on se retrouve à Paris, on devra se mettre en scène pour essayer de faire du French Cancan. Mais c'est bien, encore une fois, Brian, parce que tu dis, encore une fois, que tu es peut-être un des anciens internationaux qui œuvrent le plus aujourd'hui au niveau des écoles de rugby. On en parlera juste après de ça. Écoute, on est aussi pareil sur un truc assez sympa. On demande à des internautes de poser une question. Ben justement, tu as une très belle question qui t'a été posée. Tiens, je te la mets en image. Je pense que tu vois qui c'est. Je te parle évidemment de notre ami Yann Delegue qui te pose cette question. Regarde bien. Salut Brian, est-ce que tu vas réussir à prendre le trophée du Water Rugby à Mokhtar, tenant du titre? D'accord? En rappelant quand même que le Water Rugby va se dérouler du 11 au 13 septembre à Toulouse. Qu'est-ce qu'on peut lui dire à notre ami Yann Delegue? Parce qu'on le sait, toi tu as été un adepte comme moi du tournoi des 6 stations et aujourd'hui du Water Rugby. Qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on va récupérer ce titre à Mokhtar? Écoute, Kali, je ne sais pas, parce qu'on a fait aussi les éditions dans la neige. Alors, je pense que, bon, à savoir que dans la neige, on est bien sûr dans la neige, et le water rugby, on est plus sur un terrain synthétique. Donc, pour les joueurs qui vont plus vite, ils sont beaucoup plus avantagés avec le terrain synthétique. Et peut-être nous, qui est un peu plus lent aujourd'hui, on va dire comme ça, on est plus avantageux dans la neige. Donc, je pense que pour le water rugby, il faut qu'on fasse un bon recrutement et qu'on prenne quelques gazelles ou des joueurs qui ont des appuis et qui vont vite. Et après, je pense qu'on aura une bonne chance. Pas de problème, Yann. Donc, faites attention à vous. On aura quelques moyennes aussi. On va les prendre tard le soir pour qu'ils soient fatigués le lendemain. Et après, nous, on pourra les battre sur le terrain. Pas de problème. Juste pour info, pour venir en complément de la question de Yann Delegue, il y a Mokhtar qui nous a répondu quand même dessus, en disant « Les gars, accrochez-vous parce que ça va être dur de me récupérer le titre. » Lulu, on va parler aussi de rugby, mais un peu plus intense. On va parler du Stade français, et pour l'instant, c'est l'instant quoi? C'est l'instant technico-tactique. Allez, c'est parti. Allez mon cher Lulu, qu'est-ce qu'on peut dire sur cette belle équipe du Stade français? Ben écoute, Brian, c'est une ancienne légende du Stade français, donc on a un peu décidé de se concentrer dessus. Le Stade français qui est un petit peu en difficulté ces dernières saisons, malgré un très bon effectif, on peut le dire. Kélan Namdaoui, Gaël Ficou, Johan Maestri, qui sont de très grands joueurs, et qui a vu le départ de son entraîneur sud-africain la saison dernière en cours de saison. Et du coup, l'équipe a été prise en main par deux anciens récents, Julien Arias et Laurent Sampéré. Et depuis, il y a eu plusieurs anciens qui sont de retour au club, Thomas Lombard,
Christophe Moni, Gonzalo Quesada comme entraîneur. Brian, est-ce que toi, tu t'es intéressé un peu au Stade Français ces dernières saisons et qu'est-ce que tu as pensé de cette équipe? C'est toujours difficile quand on voit notre club en difficulté. Donc, je pense que là, c'est bien. Bon, ils ont vécu un moment difficile avec l'encadrement qu'ils avaient. Ils ont fait quelques changements qui étaient, à mon avis, obligés parce que ça ne marchait plus entre ni les joueurs ni le staff qui était en place. Et donc, aujourd'hui, je crois que ce qui est intéressant, c'est qu'il refait venir Thomas Lombard, bien sûr, Christophe Moni. Ils ont Julien et Laurent qui sont toujours bien concernés dans tout ce qui va être pour l'équipe. Donc ça, je pense que c'est important. Cali, on en parlait de Stade Toulousain, qui est un club et qui est vraiment fort sur ça, c'est de toujours faire revenir des anciens ou des joueurs de club, qui connaissent la culture du club, qui connaissent l'histoire du club. Et je pense que Thomas, il a bien fait parce que nous, on était sollicités pour demander des maillots, de demander de venir au stade. On a eu des invitations depuis des années. On a eu des invitations personnelles pour qu'on puisse revenir au stade et être présent. Après, pas forcément demander notre avis, je sais pas, mais c'est d'être présent au club. Bon, malheureusement, habitant dans le sud, je peux me rendre plus difficilement au Stade Jean-Bouin, mais je trouve que ça c'est important et ça va redonner l'identité de Stade Français. On avait parlé tout à l'heure en 2003 quand je suis arrivé, il y avait quelques joueurs cadres dans cette équipe-là qui ont de quelque part créé le Stade Français. On avait une ambiance particulière au Stade Français, c'est la première chose que j'ai appris en 2003. C'est que quand on arrivait en phase finale, on n'était peut-être pas les meilleurs sous papier, mais on avait cette envie de gagner, on trouvait des moyens de le faire. Et cet esprit, je trouvais peut-être particulier au Stade Français avec des caractères, parce que je ne sais pas si vous vous rappelez des joueurs emblématiques aussi, comme Hervé Chafadon aussi, qui sont sortis de nulle part, mais c'est des joueurs qui, encore une fois, faisaient bien partie de cette club, l'histoire qu'ils ont créée. Et aujourd'hui, je trouvais dommage de perdre cette file, au moins sur le parti sportif. Après, on a toujours le meilleur rose, on a toujours le calendrier, on a cette folie que Max il a ramené aussi, qui a très très bien marché pour nous. Mais ça, il faut le garder aussi. Donc, de faire venir des anciens, Gonzalo aussi, qui était joueur pendant un petit moment, après bien sûr son réussite au club avant, donc ça c'est très bien aussi qu'il est revenu aux têtes de club. Donc non, je pense que là, je pense que le Stade Français peut rentrer, même s'il sera encore difficile pour cette saison-là. Je pense qu'il faut vraiment qu'il y ait beaucoup de travail à faire parce que les autres clubs, ils ne dorment pas non plus. Mais je pense qu'ils puissent rentrer dans cette nouvelle saison avec beaucoup de plus de tranquillité, beaucoup plus de positif qu'ils puissent faire dans la saison précédente. Donc peut-être eux, ils n'étaient pas aussi dessus pour le Covid en fin de saison. Donc au moins, ça les a évité à une fin de saison compliquée. Et de refaire tout à neuf et après s'appuyer encore une fois sur les Ficou, les Maestri et des joueurs qui vont les apporter beaucoup plus dans leurs objectifs et j'espère toujours comme toutes les anciennes des clubs qui retrouvent encore un niveau qu'on a pu connu pour le Stade Français avant. Donc je lui souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle saison. Pour revenir aussi à ce que tu disais tout à l'heure, parce que tu parlais du staff avec Julien Arias et Lolo Saint-Péry, je crois qu'il y a aussi peut-être un bonus, un point hyper positif là-dessus, c'est l'arrivée de Gonzalo Quesada qui a fait quand même des grosses choses, des trucs impressionnants avec les Jaguares et qui aujourd'hui va peut-être apporter, alors je ne dis pas cette dextérité, mais aussi peut-être au-delà de la folie, cette garantie un peu rugby qu'on connaît aussi au Stade Français. C'est marrant parce que quand Gonzalo, quand ils ont gagné en 2015, si je ne me trompe pas, le bouclier de Brennus, il avait certains joueurs qui étaient en pleine confiance, qui étaient en plein développement, qui avaient des sélections en équipe de France, qui étaient des jeunes, hein, on va dire au club, qu'il a de quelque part lancé, que les mêmes joueurs qui étaient sous l'encadrement de Heineke Meyer étaient complètement, presque en dépression, pas utilisés, pas utile de quelque part et on dit mais c'est le même joueur et c'est incroyable comme quelqu'un peut avoir un impact sur un joueur dans un effectif et donc non Gonzalo ouais on parle aussi de Laurent et de Juju Julien il connaît bien le club, il vient tout juste de prendre la retraite de joueur, mais c'est pas pour moi aussi, je pense, et on a vu ça plusieurs fois, il y a très peu qui puissent basculer tout de suite, d'être un bon joueur, un bon entraîneur. Donc d'être encadré par quelqu'un comme Gonzalo pour les aider, les épauler, c'est que du bénéfice. Donc c'est très très bien, encore une fois, de garder des joueurs de club pour rester dans toute la culture de club, mais voir quelqu'un aussi avec beaucoup d'expérience, beaucoup de réussite qui peut les épauler et retrouver une cohérence qui, encore une fois, on espère va les amener à un niveau où on aime bien voir le Stade Français parce qu'on les aime ou on les aime pas. Mais c'est quand même toujours bien, on ne peut pas imaginer aujourd'hui le top 14 sans le meilleur rose. Donc c'est vrai que c'est une partie importante de rugby. Encore une fois, si on les aime ou on les aime pas, c'est toujours bien de les avoir. Et Lucas, est-ce qu'on peut confirmer un truc? Je pense que Brian aime quand même son club, le Stade Français quand même.
Ah, il prêche bien pour sa paroisse. Franchement, on a envie d'être pour le Stade Français quand on l'écoute. Hein. Mon cher Lulu, Ah bah, j'ai envie que tu me le cuisines un peu, notre ami Brian. Ça te tente ou pas? Si tu veux. Ah, si tu veux, on peut essayer de le cuisiner un petit peu. Ouais. Ouais, mais juste avant, on va le présenter avec le quiz spécial Brian Liebenberg. C'est parti. À toi, mon cher Lucas, je te laisse la main. Allez, c'est parti. Alors, Brian, écoute, c'est un quiz tout simple. On veut juste les réponses. Tu n'es pas obligé de nous expliquer pourquoi. On veut juste des réponses assez rapides. Et on va rigoler un petit peu suivant tes réponses, je pense. T'es prêt? D'accord, vas-y, je suis prêt. Alors, quel a été ton plus beau match? Le final contre le Stade Toulousain en 2003. Ton plus bel essai? Le troisième essai marqué contre les États-Unis en Coupe du Monde 2003. Le plus beau stade dans lequel tu as joué? Twickenham. Et le public le plus chaud? Les Catalans à Perpignan, ça de loin. Hein. Ils vont être contents, nos amis catalans de Ah oui, oui, c'est génial. Est-ce que tu as un partenaire qui est devenu un ami? Dans le rugby? Ouais. Des amis que j'ai encore proches. J'en ai quelques-uns après, c'est vrai qu'on part. Je demande à citer un maintenant, j'en ai quelques-uns. Donc, pour faire d'un père, je dis j'en ai beaucoup. Le meilleur adversaire que tu as affronté? Celui qui a été soit le plus dur, soit avec qui tu t'entendais le mieux, même s'il était adversaire? Richie McCaw. C'est pas n'importe qui, ça, Kali. Hein. Ouais, ça pique là. Pas n'importe qui. Que celui-là, il m'a pris, tu sais, je reçois le ballon sur une touche, je fais un crochet vers l'intérieur, donc je l'ai battu, hein, on sait bien, sur un crochet, je bats Richie, il sort, je son avant-bras, et là, il m'a plaqué peut-être plus dur que quelqu'un avec une épaule. J'ai jamais senti ça dans ma vie. Donc, il m'arrête net avec juste un avant-bras. J'ai dit, heureusement que je fais le crochet, que je n'ai pas pris son épaule. Donc, voilà, Richie était de loin quelqu'un de très, très physique et costaud. Quelle était ta spécialité sur le terrain? Une spécialité un peu différente, c'était un pass. Je viens un pass que je faisais un peu sous les bras comme ça, que je faisais. Je pouvais être précis sur au moins 40 mètres avec un pass. Donc ça, je pense que ça pouvait être une de mes spécialités, on va dire. Et ta spécialité en dehors du terrain? Le golf. On va rester light. Oui, enfin, pour terminer, Brian, alors est-ce qu'il y a une anecdote que tu n'as jamais avouée ou que tu pourrais nous raconter maintenant? C'est le moment. Tout à l'heure, Khalid, tu avais mis la photo avec les filles de Moulin Rouge, donc ils dansent le cancan. Donc Max, il nous fait toute une entrée au Stade de France pour des matchs. Tu sais qu'il remplissait le Stade de France avec 80 000 personnes, il y avait toujours une arrivée de ballon. Et là, il organise les filles de Moulin Rouge pour venir faire une entrée sur le terrain. Et donc là, on sort, on est dans le couloir. On jouait contre Perpignan ce jour-là. Donc je me rappelle bien, il y avait Dan Carter aussi qui était en face. Et donc, on est dans le couloir juste avant de rentrer sur le terrain. Et là, bon, pour les Sud-Africains qui sont peut-être un peu plus prudes, il y a des filles avec les seins nus qui sont sur le côté. Donc là, déjà, je me dis, Brian, ne regardez pas, tu n'es pas concentré sur le match, Brian. Bon, on a perdu le match, mais c'est la dernière fois que Max a décidé de faire une entrée de ballon comme ça sur le Stade de France. Mais bon, ça, c'était une anecdote assez rigolo. C'est bien de rappeler tous les souvenirs aussi d'un grand président qui a été Max Guazzini. Hein. C'est lui qui a fait avancer aussi le rugby sur pas mal de choses. Mon cher Lucas, il a mouillé le maillot, hein, Brian. C'est pas échappé, hein, comme on dit. Ah, il a été très bon. Ah, il ne s'est pas échappé comme sur le terrain à l'époque. Il a été parfait. Bon, mon cher Brian, on est en fin d'émission. Comme d'habitude, on va te poser cette question fatidique. Est-ce que tu prends la question mystère ou le gage? On t'écoute. Ce que tu veux, Khalid. Mystère ou gage, pas de problème. Allez, on va pas te faire un combo, mais tiens, regarde, on te met à l'image. C'est pour toi, c'est la question mystère. Salut Brian, j'espère que tu vas bien. J'avais une question à te poser. Tu te rappelles qu'on a longtemps évolué ensemble sous les mêmes couleurs et je me suis toujours interrogé pourquoi tu n'as jamais songé un jour à te repositionner en numéro 8 avec ta puissance qui était la tienne à l'époque et ta qualité technique. Tu aurais pu aisément occuper ce poste-là. Donc on attend ta réponse maintenant. Je t'embrasse. Bon, je pense qu'on l'a tous reconnu, hein, bien sûr. Christophe Monny qui officie maintenant au Stade Français, qui fait aussi de très très belles choses. En tout cas, merci à lui pour cette question. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre, mon cher Brian? Je pense que Christophe, il parle parce qu'il voulait que je joue avec lui dans la troisième ligne. Si il voulait que je replace au numéro 8, il aurait été content de me voir à côté au plus proche de lui dans l'équipe.
Mais c'est vrai, alors pour revenir, pour répondre à ça, moi j'ai commencé le rugby, comme je disais, quand j'avais 13 ans, donc j'arrive à l'école, et là il faut les choisir des postes. Donc à l'époque, je courais plus vite qu'aujourd'hui, on va dire comme ça. Donc pour 100 mètres, je faisais 11,36. Et pour dire, je viens de foot, donc j'avais peur de contact. Je n'avais jamais plaqué ou été en contact. Si en foot, il faut rester, il n'y a pas trop de contact au foot. Donc moi, comme je courais vite, j'arrivais à faire des passes. Bon, on a décidé aussi que j'avais un peu peur, il faut être honnête. Il m'a mis à l'aile. Et donc, à l'aile, je jouais à l'aile. Et donc, quand je commençais en étant 3/4, c'est vrai que j'ai jamais basculé pour revenir devant, mais j'aurais pu peut-être à l'époque être aussi bien devant que derrière. Mais une fois que je vais choisir ma place, c'est vrai qu'on dit toujours, c'est pas le même sport, ceux qui jouent devant et ceux qui jouent derrière. Donc finalement, pour jouer, c'était bien d'être derrière, mais je pense que pour les repas des avant, c'était mieux d'être devant, parce qu'eux, ils mangeaient des bons côtes de bœuf, de rouge, et donc c'était beaucoup plus sympathique que des repas des 3/4 qui mangeaient plutôt des salades et de l'eau pétillante, tu vois. C'est bien, tu as bien résumé les 3/4, ça me fait plaisir, Brian. En tout cas, merci pour cette belle réponse. C'est une très très bonne réponse. Brian, il faut parler aussi de ton avenir, parce qu'aujourd'hui, et on en parlait tout à l'heure en début d'émission, tu fais pas mal de choses autour du rugby, et puis tu as un concept qui est quand même incroyable, c'est le play ball. Tu peux nous en parler? Oui, donc j'ai un ballon calé. Je vais montrer vite fait. C'est un ballon de rugby tout simple avec plein de couleurs, plein de pictogrammes dessus. Donc en fait, aujourd'hui, on est vraiment dans la transmission de déjà pour le rugby, qui est la technique individuelle, parce que je crois que c'est un parti très, très important pour des jeunes d'acquérir au plus jeune âge les techniques individuelles. Et petit à petit, ce projet ou ce concept a basculé sur le développement cognitif et capacité attentionnelle. Donc aujourd'hui, on peut dire aux parents et aux profs dans une école que si leurs enfants jouaient le jeu qui est très simple sur le ballon de rugby, qui peut jouer n'importe où, qu'ils auront des meilleurs résultats à l'école parce que leur attention, leur mémoire, leur réactivité peut augmenter, donc leur donner une meilleure chance à réussite scolaire et dans la vie de tous les jours parce qu'on est tous un cerveau. Donc, pour revenir, on entraîne aussi bien la technique ou le physique, mais surtout le cerveau et le visuel. Donc, il va nous aider. On a tous un cerveau qui doit être entraîné comme des muscles. Et aujourd'hui, j'ai développé ce concept qui fait ce travail-là et que dans le monde digital, ça va très loin. On a toutes les recherches scientifiques, les docteurs, des chercheurs qui nous soutiennent dans tout ce qu'on fait parce qu'on a su lier un sport avec ses développements de capacités cognitives et attentionnelles. Et donc, ça va au-delà le rugby et on a des super résultats, même avec des enfants qui ont de l'autisme, des enfants qui ont des troubles attentionnels. Donc, toutes ces choses-là, c'est autour du ballon de rugby. Donc, comme c'est un sport de cœur et le rugby qu'on aime développer et promouvoir de quelque part avec ce jeu ludique et sympa, c'est vraiment un projet qui a pris plein d'axes différents, mais qui reste quand même assez simple et très, très efficace en termes, encore une fois, le développement du cerveau aussi bien des jeunes que des adultes. C'est bien parce que Lucas te regarde avec des yeux comme ça. Lucas, franchement, d'avoir un éducateur ou un entraîneur comme ça, tu peux que te surpasser. En tout cas, c'est top ce que tu es en train de dire. Lucas, moi j'ai envie de poser la question à Brian. Où c'est qu'on peut récupérer, où on peut retrouver ce ballon? C'est sur mon site, donc c'est playball.fr. Donc ça s'appelle Playball. On a aujourd'hui le programme qui s'appelle Catch and Think. Donc peut-être un petit peu en avance, on peut vous dire que très bientôt, on va sortir une formation en ligne où les profs d'école, les parents, les joueurs individuels, des coachs, des entraîneurs dans des clubs de rugby, ils puissent être formés, acquérir un kit qui va les aider à animer aussi bien leur entraînement, mais juste avec un petit rajout supplémentaire qui va augmenter l'efficacité, je veux dire énormément, aussi bien pour la technique individuelle, mais surtout aussi la prise de décision, l'analyse de décision et bien sûr après l'action qui est amenée par tous les infos qui sont reçues par le joueur, façon ludique et façon sympa. Bravo, chapeau, on peut applaudir, mon cher Lucas. Ah, merci. Mais franchement, si les gens veulent regarder, il y a une émission qu'on vient de faire pour TV Pitchoun où ils peuvent suivre tous les épisodes qui sera aussi à la rentrée disponible pour que vous puissiez comprendre comment et pourquoi on utilise le ballon. Donc, j'invite
tout le monde. Et Kali, ça c'est important aussi, je pense que dans le rugby, on veut que plus en plus d'enfants ou des gens adhèrent à ce sport, parce que c'est vrai que ça a vécu des années un peu difficiles au travers des quelques incidents qu'on a eus. Et donc, de donner envie par une façon simple et efficace qu'on puisse jouer partout, c'est important pour des jeunes d'être actifs. Mais si on peut le faire jouer avec un ballon de rugby, c'est encore mieux. Non, mais c'est encore, tu vois, pour revenir là-dessus, c'est surtout le fait de dire que, tu vois, tu as beau avoir été un joueur de rugby de haut niveau, de pouvoir transmettre. Alors, c'est vrai, de temps en temps, tu vois, ça fait plaisir de venir dans des clubs, même dans les petits clubs, expliquer les rudiments de la mêlée ou autre chose. Mais toi, tu es allé plus loin dans ta démarche et je trouve ça vraiment admirable. Parce que, comme je le disais, moi, j'ai énormément de respect pour toi, tu le sais, parce que par rapport à ce que tu as fait en club, ce que tu as fait pour l'équipe de France, et ce que tu retransmets pour les jeunes, franchement, monsieur Brian Benberg, grand coup de chapeau. Lulu, qu'est-ce qu'on peut dire à notre ami Brian ? Ben, on peut lui souhaiter d'aller très loin avec ce projet qui est magnifique. Et on peut aussi souhaiter au Stade Français, son club de toujours, de bien rebondir la saison prochaine et de retrouver le haut du tableau en top 14. Ah ben en tout cas, sur ces bonnes paroles, mon cher Lucas, on va se quitter. Brian, merci en tout cas d'être venu dans le vestiaire d'Absolu Rugby. Tu reviendras quand tu veux. Tu es ici chez toi. Tu as la wildcard, donc tu as juste à sonner et on t'ouvrira la porte. En tout cas, merci à vous deux pour ce super moment. C'était un joli moment. On se dit à bientôt, les gars. Salut. Merci Kali, merci Lucas. Je suis honoré que vous avez pensé à moi et merci. C'est toujours un vrai plaisir de discuter avec Kali. Toi aussi, qui est une grande image de rugby français, qui est connu du monde entier. Donc, de te compter parmi mes amis, ça fait vraiment plaisir. Merci. Merci Brian. Tu me diras ou tu me donneras ton RIB, que je te fasse passer comme d'habitude, que je t'envoie les trucs pour tes bons mots. Les gars, je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Ciao.